le bienvenu. Merci. Et nous excuser pour ces petits retards. Nous allons commencer bientôt. Les conférenciers Djala, Maître Michel Pokongo-Lumena. C'est une conférence sur le Congo, dont vous allez découvrir la compétence bientôt. Sans plus tarder, j'appelle les conférenciers Maître Michel Pokongo-Lumena. Je vous prierai de vous mettre avec vous pour l'accueil. Merci. Très chers compatriotes, distingués invités à votre titre et qualité, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans cette salle. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Comme du temps de Noé de la Bible, les gens vivaient, s'enivraient et organisaient des fêtes. Ils étaient dans la jouissance et se mariaient, ne se souciaient de rien jusqu'au jour où le déluge arriva et emporta tout le monde. Et ce fut la fin. Sans pour autant être fataliste et surtout sans vouloir susciter la peur ou créer la psychose au sein de la population congolaise, je suis tenté de rappeler l'héritage prophétique du maréchal Mobutu, paix à son âme, qui prédisait les déluges si la RDC après lui, donc après son départ du pouvoir et après sa disparition. Et donc, Mobutu est mort un certain 7 septembre 1997 et aujourd'hui, la RDC vit l'après Mobutu. De ce fait, et au regard de la situation dramatique que vit notre pays, doit-on se poser la question de savoir si nous sommes déjà en plein déluge ou doit-on attendre la venue du déluge dans notre pays? C'est ça la question. Toutefois, il appartient à chaque citoyen congolais de répondre à cette question. Pour ma part, je tiens à préciser que la présente conférence constitue une très grande opportunité offerte au peuple congolais, mais surtout un appel à la réflexion pouvant mener à une bonne réponse. La réponse n'est pas ici de savoir si nous sommes dans les déluges ou bien les déluges à venir. La bonne réponse, c'est d'exiger l'unité et la cohésion nationale pour faire face aux multiples dangers qui sont devant nous et qui risqueraient de menacer l'existence même de notre pays, et d'autant plus que notre situation dans les jours à venir risquerait d'être pire que celle que notre nation a connue dans le passé en termes d'insécurité et de calamités sociopolitiques avec tous les colorés. Encore une fois, je le répète, ma motivation ici ne consiste pas à distiller la paix ou à créer une psychose au sein de notre population, mais plutôt à réveiller la conscience nationale, la conscience de chaque citoyen congolais face aux assauts provenant des ennemis de la République et face à l'adversité cruelle à laquelle est confronté notre pays qui est menacé de toutes parts. Ça, vous le savez. Pour y arriver, nous devons savoir comment nous en sommes arrivés là et quelle est notre part de responsabilité par rapport à celle des autres. Partant, l'autopsie de la République devient une nécessité impérieuse. C'est à quoi je me suis attelé en élaborant les présents documents. Et voici, je peux voir les documents. C'est le fruit de recherche, nous allons en parler. Je parle de ces documents, je vous les remets. Fruit d'intenses recherches, ces documents décrivent comment, dans une prison, un prisonnier désigné gouverneur pour diriger ses co-détenus, un épée se complaire de son état, sachant que
malgré les avantages qui lui sont accordés par l'autorité pénitentiaire, malgré les honneurs et considérations qui lui sont dévolus au sein de l'environnement carcéral, il est et demeure avant tout un prisonnier à part entière, au même titre que ses co-détenus. Ces derniers devraient plutôt se préoccuper à chercher à obtenir sa libération de la prison afin de reprendre l'effectivité de sa liberté, de reprendre une vie normale dans la perspective de se mouvoir et de jouir d'une réelle liberté, au lieu de chercher à s'accrocher, à s'accommoder et à vouloir s'éterniser à son poste de gouverneur de la prison. Cet exemple est une illustration parfaite de ce que vit respectivement chacun d'entre nous dans sa sphère de responsabilité depuis 1960, année à partir de laquelle nos leaders politiques, nos institutions, notre armée, la police nationale congolaise, nos services de sécurité et j'en passe sont placés à garde à vous face aux États-Unis et les blocs occidentaux. On va essayer de sectionner les fruits de ces recherches. Après la découverte du territoire congolais, l'explorateur Henri Morton Stanley conquit illicitement terre en achetant la signature des souverains locaux et il en fit la propriété privée et s'octroya la concession de tous les droits fonciers et forestiers et miniers. Tout est parti de là. Du temps où le Congo fit la propriété personnelle du roi belge, Léopold II, nos ancêtres ont connu l'exploitation et les mauvais traitements. Et après 10 millions, et près de 10 millions d'entre eux en sont morts. Notre indépendance, nous l'avons arrachée au prix du sang. Et depuis 1960, le sang n'a arrêté de couler. Après l'indépendance, 4 jours après, le 4 juillet, avec la déclaration du général Janssens, qui a provoqué une mutinerie au sein de l'armée, ça s'est propagé au point d'atteindre certains étrangers, mais également la population civile, laissant couler 4 jours après cela. Le 11 juillet, nous avions eu notre première sécession, malheureusement, avec Tchombi dans l'Ikatan. Des confrontations par la suite. Le sang a également coulé. Le 20 août, la même année, ce qui devait arriver, Lumumba fut assassiné. Et nous connaissons tous quelle a été l'implication des États-Unis d'Amérique. Et comme par enchantement, les mêmes Américains vont demander au président Kassavou, qui était toujours là en 1964, de faire venir Tchombe, qui était en exil en Espagne, pour lui demander de confier la primature à Tchombe. C'était en perspective des élections qui devaient avoir lieu en 1966. Là, on était en 1964. Tchombe est rentré. Après, il y a eu un gouvernement. Lorsqu'on préparait la tenue des élections, ils ont sorti un autre pion, c'était Mobutu. Les coups d'État, le fameux coup d'État du 24 novembre 1964. Voilà un peu comment les choses se sont passées. Jusque-là, lorsqu'on lit l'histoire, on pense que ce sont les choses qui se sont passées normalement. Il y avait une main noire parce que lorsqu'on remonte, nous avons vu à la charte de la signature faite par Stanley, qui va par la suite aller revendre le Congo au roi Léopold II. Ce dernier n'avait pas cédé le Congo, mais l'avait revendu à la Belgique. On nous a toujours parlé de cession, mais ça a été un achat, c'était une vente de gré à gré. Après, on va essayer de sauter les étapes et vous aurez le loisir de découvrir tous les mécanismes visant ce travail. Vous allez voir, Joe Biden est arrivé par exemple, il est arrivé en Angola et il est venu donner des instructions pour qu'on humilie à la fois le peuple et la République démocratique du Congo. Parce que les chefs de l'État représentent
le peuple congolais, il représente également la République démocratique du Congo. On lui a fait faire un déplacement, sachant qu'au dernier moment, ils allaient retenir leur opinion de ne pas faire de déplacement. Comme vous pouvez le constater, il est inadmissible que les dirigeants d'un petit pays, le Rwanda, qui est un pays voisin, un pays frère, de surcroît agresseur du géant Congo, puissent se permettre de faire déplacer pour rien les chefs de l'État du plus grand pays d'Afrique après l'Algérie. C'était l'influence et les consignes réussies des États-Unis et du bloc occidental. Là, nous sommes en train de dénoncer. Mais l'essentiel, ce n'est pas seulement de dénoncer. Nous allons passer aux actes. J'ai pris pêle-mêle quelques éléments, sachant que j'allais me retrouver devant vous, mais l'essentiel, nous allons prendre toutes les dispositions utiles pour que chacun puisse avoir le contenu de ce travail que nous avons élaboré. Jusque-là, on n'en parle pas assez, malheureusement, mais des recherches poussées m'ont permis de découvrir que lors de la deuxième table ronde économique, celle-là, du 26 avril, qui s'est tenue du 26 avril au 16 mai 1960, et à laquelle le Congo s'était fait représenter par des étudiants n'ayant aucune expertise en la matière pour négocier avec les colons belges sur des sujets sensibles portant sur les prolongements financiers, économiques et sociaux, ainsi que les transferts vers la future banque, donc la banque congolaise, de plusieurs dizaines de milliards, notamment la question des réserves de la banque centrale. Autrement dit, les portefeuilles de la colonie, estimés entre 35 et 37 milliards de francs belges à l'époque, c'était une somme colossale. C'est cette somme qui devait être transférée à la nouvelle banque congolaise. Ça, c'est le premier point. Ensuite, ces étudiants devaient se pencher sur la question du maintien des fonctionnaires belges et de leurs deux bases, mais surtout de la rétention des droits de propriété et la pleine souveraineté dans la concession des droits fonciers, forestiers et miniers sur toute l'étendue du territoire de la RDC. Je vais souligner une chose importante. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des choses que nous-mêmes ne comprenons pas pourquoi cela arrive. Mais nous refusons de faire des recherches pour comprendre. Lorsque j'ai parlé avec mes conseillers, j'ai pris un exemple, j'ai dit, vous avez un médecin qui est en face d'un patient, qui présente une pathologie. Ce patient est suivi, on lui prescrit un traitement. La maladie n'évolue pas, c'est-à-dire on n'arrive pas à guérir la maladie. On change de traitement une fois, deux fois, trois fois. Les médecins s'arrêtent. Un bon médecin doit s'arrêter. Il faut savoir comment c'est bon. Mais nous subissons les choses. On n'arrive pas à regarder la vie pour savoir ce qui se passe. J'ai donné l'exemple du prisonnier. J'ai dit que ça nous concernait tous. Regardez ce qui se passe au sommet dans nos institutions. Même dans nos lieux de travail, pour ceux qui ont un travail. Imaginez-vous, nous allons parler de ce que les étudiants sont en train de. À cette époque-là, on n'avait qu'une seule université. C'était l'UNIT, fondée en 1954. Entre 1954, il est resté avec les titres fonciers. Ils ont justement vendu une Caracas. Voilà pourquoi ils étaient présents. À l'époque, jusqu'en 1984, la densité dans notre pays, c'était un Congolais sur 33 km². Un Congolais. À cette époque-là, c'était facile. Vous pouvez se retrouver dans un coin en train d'exploiter. Personne ne pouvait s'en percevoir. Aujourd'hui, nous avons une démocratie quand même qui
qui avancent, on présente des chiffres non justifiés, mais nous sommes au-delà des 100 millions. Qu'est-ce qui se passe? Mobutu est arrivé en 1965, et en 1966, il est tombé sur ça. Il appelle les députés Bakajika et il dit: préparez-moi quelque chose. Nous devons nous réapproprier notre droit du sol, du sous-sol, de tous les titres fonciers, miniers et autres. C'est de là où on parle de la loi Bakajika. Mais après, souvenez-vous, pour ceux qui ont une bonne mémoire, que du temps de Mobutu, nous avons connu régulièrement ce qu'on appelait les contentieux belgo-zaïroises à l'époque. On ne nous disait pas à quoi cela consistait. Chaque fois, dans les radios, on parlait de la télévision, on parlait des contentieux. Mais les contentieux, on demandait à Mobutu: vous devez renoncer à cette loi. Je vais aller comme ça parce que c'est plus simple. Mobutu a essayé de faire des aménagements. Il a gardé nos droits. Jusqu'au jour où il est parti. Mais avant son départ, nous avons connu d'abord la guerre froide, ça vous le savez. Le Congo a été le paravent. Le Congo jouait, donc les Zaïre à l'époque jouaient un rôle de paravent. Mais ils vont commencer par les pays où la dictature qui est installée. Alors, vous êtes concerné, Bongo, vous êtes concerné, et Yanima. Et à son tour, Mitterrand avait insisté. Il dit: faites-le, si vous ne le faites pas, donc vous risquez la guerre. Nous savons comment ils font, comment ils opèrent, comment ils opèrent en Irak, partout on sait. Mais moi j'ai eu la chance. J'ai travaillé au Congo avec Sassou à l'époque. Lorsque les Souba accèdent au pouvoir, j'ai également le privilège de travailler avec lui dans le domaine de la presse. Les Souba accèdent, je travaille avec son premier ministre qui était Yogi Opango. Le climat était malsain, j'ai dit non, je dois quitter. Je sais que je serais recommandé auprès du président Patassé en République centrafricaine. Lorsque je suis arrivé là-bas, comme à l'époque je travaillais en connexion souvent avec les États-Unis, j'ai été reçu par l'ambassadeur américain. Je l'ai dit haut et fort. Un entretien de plus d'une heure de temps, à peu près une heure de temps, 45 minutes, une heure de temps. Il m'avait dit beaucoup de choses. Mais ce que j'avais retenu, il me dit: je suis ici pour une mission. Après, ici, j'irai au Rwanda. Nous sommes en train de changer la cartographie de l'Afrique. Et j'avais d'ailleurs écrit à Genève. Après, il me dit tout ça. Nous étions en 1994, au mois de... Et tout le monde avait suivi. Il dit: on va s'occuper de Mobutu. Cet homme-là, moi j'étais à l'école, au collège, j'entendais parler de lui. Et en 1994, il va convoquer 5 services de renseignement, parmi lesquels la CIA et la branche militaire des États-Unis, le Pentagone, en leur confiant un thème: comment déstabiliser le Congo, comment découper le Congo en petits morceaux, afin que chacun puisse avaler son morceau.
je vous dirai une chose. Du temps de Léopold, un peu en arrière, bon, il y avait quoi? Il y avait les dents d'éléphant. Il y avait quoi? Il y avait les caoutchoucs. Il y avait les cotons. Et bon, les sous-sols, on ne sait pas ce qu'ils avaient touché. Peut-être qu'ils avaient touché de l'or, les diamants. C'était difficile de savoir. Mais ce qui était visible, il y avait ça. Et puis, ils ont eu à vendre l'Iran. Une année loin. On vous dit que l'Afrique, c'est les jardins d'Éden. C'est les jardins d'Éden. Mais ce qu'ils n'osent pas dire, c'est ce que France Fanon avait dit, que l'Afrique a la forme du revolver. Un revolver, où la gâchette se situe au Congo. Mais le vrai jardin d'Éden, c'est chez nous. Je n'ai pas retenu les noms, mais si vous les cherchez les noms, tapez les noms de l'Afrique. On sait que tu as fait les rapidement parce que le document est tellement volumineux. Trouvez-moi ce nom-là. Alors, on nous a caché pendant des millénaires que les jardins d'Éden c'était ici, chez vous, ici. Vous avez les noms? L'Afrique, les noms qui est là. Il y a des données qui sont. Regardez sur WhatsApp, sur Google. C'est important. Maintenant, vous êtes les citoyens du paradis. C'est pourquoi dans ce pays, nous sommes assis sur une plaque de minerais, on a tout ici. Ce n'est pas un hasard. Mais à l'époque du roi Léopold, il ne pouvait pas savoir quelles sont les matières que nous on avait. Mais aujourd'hui, avec la géolocalisation, avec les satellites, ils savent exactement où trouver quoi. Donc, pour les Américains et les blocs occidentaux, vous devez disparaître. Vous devez disparaître. Et en même temps, ceux qui ont fait des acquisitions, qui ont acquis des terres, mais pour eux, à cette époque-là, les espaces ne contenaient pas beaucoup de gens. C'était facile pour eux d'exploiter. Mais maintenant, il y a des gens qui sont assis sur des minéraux, mais par malheur, ils sont également assis sur leur terre, leur concession. C'est pourquoi vous avez vu l'histoire de Kamina Sampo. Et que vous en savez quelque chose. On avait dit à Kamina Sampo que cet espace vous intéresse. Nous voulons vous donner beaucoup d'argent, vous demander de déménager, aller ailleurs, vous amener quelque part. Il dira non, moi je n'accepte pas. J'ai hérité les pouvoirs de mes ancêtres. Voilà. Si vous tapez Al-Keboulan, le vrai nom de l'Afrique, vous allez voir. On nous a caché beaucoup de choses. Et c'est en train de sortir. Donc je vais appeler ça A-L. Tout le monde est hier? Oui. A-L-K E B I L A N. Je reprends A L K E B U L A N. Le vrai nom de l'Afrique. Mais alors, on dit vaguement, c'est les jardins d'Éden. Mais les vrais jardins, c'est ici chez nous. Alors, nous avons tous suivi l'épisode de Kamina Sampo. Qu'est-ce qui intéressait
les instigateurs de ces massacres. Pour moi, c'était il faut tuer. Puisque, quand on a sans pouvoir refuser, l'ensuite c'est quoi? On a tué, on a tiré sur bétail, sur les individus. Le but c'était quoi? C'était de les faire fuir. Afin qu'ils puissent venir exploiter tout ce qu'il y avait dans les sous-sols. Ça c'est un exemple en miniature de ce qui se passe. Ce n'est pas par hasard que vous avez, excusez-moi, que vous avez dans la partie Est. Mais bientôt c'est en train d'arriver dans la partie Ouest aussi. Où tout peut arriver. Nous recevons beaucoup de rapports. Il y a une certaine lassitude. Vous avez la corruption qui s'installe. Kagame, lorsque l'armée rwandaise est rentrée ici, avec toute l'administration rwandaise, ça il faut vraiment l'admettre. L'armée rwandaise est entrée ici avec tout, char, tout, est rentrée chez nous avec tout ça. Mobutu est informé, parce que vous savez, selon la réglementation internationale, lorsque vous avez une armée, ce sont les réfugiés qui ont fui, qui arrivent chez vous, ils doivent se tenir à 150 mètres. Mais vous allez déplacer les chars, le blindé, jusqu'à 150 km. Regardez l'environnement à l'est. Vous le faites comment? Dans la forêt, c'est impossible. Ils sont restés campés dans les parages. Et avec la complicité de certains généraux, Mobutu va ordonner à ce qu'on puisse créer des espaces pour stocker tout ça. Non, on est de là parce que nous, on avait un problème de logistique. On ne pouvait pas transporter les véhicules, les chats, tout ça. Ça a été fait. Malheureusement, Kagame a compris que les Congolais balingambon funa lwapina lingana parce que d'ailleurs les Congolais balingambon mingi azosala na bato basalaka dollar bango moko bakitisi les dollars, il prend des faux commerçants akotisi bango na kati alobi bokende soma mandoki. Vous êtes des commerçants. Nde bakota babandi kosomba muke mpona bahutu wana soki aza na 15 armes na ye akundi 14 alingi atika na moko na se defanda bango. Maintenant on lui dit tosomba bango na 1500, elle dit que non ezala nango 300. alobi mais oyo eza bonne affaire comment ça vend nde okongola ateki. Ils ont tout vendu. Teki siko tango sili Kagame le faisait Kambrai. Lui il était malin. Moni mandoki tango eyaka wana. Si les plans balistiques ils ont un numéro hein. Vous savez que les Hutus bango bakimaki na mikanda te. Bakimaki kaka na biloko. Mais bango baji mikanda ba bongisi yango pe bazotala otanda mema bakomandaki. Soko ezongi bakoshe ezongi bakoshe. Bamoni ke nyonso ezosila. Mais les trafiquants ba yesu bango ke me ezakaka. Ebi yango okende. Baye batabi bamoyo za baseri na biso te. Ango. Ya rachete. Basomba mandoki tina bagariza mosusu. Troisième région militaire qui s'engage, mandoki kende. Deuxième région ya Katanga, mandoki kei. À cette époque-là, première région militaire et Kinda. Jusqu'à côté Kabiloka sa vie votre ayako bombi sa badolite. On a vendu tous les blocs à sa vue. Na hélicoptère naïf. Souvenez-vous, un hélicoptère moko etikala kinde Hiroshima na kinde kozwango Mobutu akima yango. Major Ngani, je connais bien, qui a fait ma sécurité en Europe parce que dans les récupéré de bagages d'école, nous, la plupart, Toko, IFA, Gazelle, tout ça, c'était en route. Ils m'ont dit tout ça. Donc, voilà comment, te teki dans ya bango. Ça fait se comprendre, trafic est installé. Là, on dit, on a bango. Mais te teki ya biso. C'est pourquoi vous avez vu,
Tango rebellion kotiawa, tozalaki mandoki na masasi. Kengo en tant que premier ministre, avant que le somba, c'était quoi? Il y a masasi, hein? Lui, c'était les cartouches. Et les ministres de la Défense, hein, le somba, côté d'ailleurs, le somba mandoki, qui n'étaient pas compatibles. Alors que nous étions, à l'époque, l'une des plus fortes armées dans Bokaoun. Donc, à partir d'aujourd'hui, pour la politique de la société, il faut cesser l'effet politique complète. La presse écrivait ça. On sauver les pays. Je me réjouis de vous avoir, tu as presse, dites ça. Tozoloba, Tolalakate. Nous ne sommes pas dans les institutions. Nous ne sommes pas dans les institutions. Nous ne sommes pas dans les institutions. Mais est-ce qu'il faut tuer les pays parce que ceux qui sont dans les institutions, leurs têtes ne nous plaisent pas. Ou leurs têtes ne plaisent pas à certains. Tout le monde n'a pas en politique pour tout comme on la place one. Mais ce qu'on comme vous faites quoi? Vous allez trouver juste que ceux qui sont restés, parce que ceux qui voient bakolobate, oyo bazokutana yango bakolobate. Tango babo lelo baninga ebimi banko président babo ancien président babo na Côte d'Ivoire et Guinée. Il pouvait pas dire. Chirac a sorti de mutabiti dans 3 millions d'euros. Il y a le 2 milliards. 2 milliards. Mais ils ont comme le président de la France me demande l'argent. À le bagatelle. Et puis, je m'en souviendrai de ça. Et lorsque, émissaire, il y a Sarkozy, Azoye Bissa, Bagwabi, au gagné qui l'élection, mais tika mtumsusu, mwa. Et papa, il peut me la volonté, il peut plaire, il peut me la habiter, l'on voit. À tout n'alobini, il a bien volonté, je vais les vitrifier. Est-ce qu'il peut plaire avec moi? Comme on a dit, comme ma mémoire a été, Kabila devait être ma mémoire, tu as ma difficulté, il y a ça qui n'est en haut. Mon bout n'a pas pu écrire ma mémoire, la seule chose que vous a dit, après moi, ce serait des délige. Et on a tout retour dans les bandits. Délige, en haut, et en haut, tu as vivre, ou des oya. C'est insupportable ce que nous sommes en train de vivre. Moi, j'ai le pouvoir au table de la maison, comme sous Afrique, pour ne pas dire le pays européen, ils ont aussi gars. Mais Afrique, là, mon niveau, tout ça, on va la carte. Bon, je pense qu'au fond, pour aller dans le fond, il y a beaucoup de bonnes idées. Moi, je ne peux pas directement répondre à votre dernière question pour dire on peut prendre le relais pour la prochaine séance. Parce que je voulais qu'on puisse aussi un peu approfondir sur les dangers que court le Congo aujourd'hui. Parce que nous voyons cette prédation n'a pas commencé avec le président Tshisekedi. Elle a commencé un peu comme vous l'avez dit dans votre propos, à partir de 1960, mais la majorité de ceux qui sont dans la salle n'étaient pas acteurs en 1960. La majorité de ceux qui sont dans la salle n'étaient pas acteurs, peut-être s'ils étaient, mais ils n'avaient pas l'expérience qu'ils ont aujourd'hui. Nous sommes en 2024, mais la grande chute du Congo a commencé en 1999. De 1992 à aujourd'hui, nous connaissons la décadence parce qu'en 1992, le premier crack, c'est qu'il y a eu démonétisation en 1989 et cette démonétisation a entamé le pillage et le pillage a plongé le pays dans la faim et on n'a pas su juguler cette hémorragie et nous sommes arrivés à M. Kabila. Et j'ai aussi suivi c'est pas c'était introductif par rapport à la place de notre pays qui n'existe plus, mais je pense qu'il existe. Mais le problème, c'est que les bornes, aujourd'hui, il y a l'Institut national de la géographie qui a refait
certaines bornes qui étaient déplacées parce que je pense que comme le gouvernement de Yungkamba, Madame Toumanzeza, avait été dans la commission qui avait résolu le problème, notre problème avec la Zambie à partir de Kalemi. Donc on avait envoyé des experts pour remettre de l'ordre parce qu'il y avait la Zambie qui réclamait le territoire et nous réclamons le même territoire. Et c'est grâce aux anciennes recherches qu'on avait retrouvées. Bon, je ne sais pas me rappeler le nom du village, mais quand même, je sais qu'il y a des villages qui ont été retrouvés et la frontière est établie dans les normes. Parce que moi, je pense qu'il y a des travaux, je sais pas dans les ministères de l'Intérieur ou quoi là-bas, mais quand même, les travaux continuent jusqu'à maintenant. Mais le grand problème que nous devons peut-être nous appesantir, c'est comment sauver le pays dans ce qu'il est en train de connaître comme déchéance. Donc, si on appelle les jeunes, nous sommes bien sûr assez élevés, mais il faudrait qu'il y ait un répondant en face. Il faudrait que ces jeunes puissent avoir de quoi se défendre. La population congolaise n'est pas passive, ça on peut le dire. Et je pense que à ce niveau-là, nous pouvons réfléchir. On peut interdire personne à réfléchir. Mais quels sont les mécanismes que nous devons mettre en place pour ces bonnes réflexions? Qui sont les personnes qui seront en face de nous pour récupérer les idées peut-être que vous avez énoncées. Donc c'est un peu ça le contour. Mais je pense que dans le fond, sans les bonnes idées, bon, peut-être qu'on aura peut-être le temps de s'apesantir. Mais pour moi, c'est des félicitations, bon, ça dépend des recherches, des vues, mais il y a aussi certains correctifs qu'il faudra aussi amener parce qu'il faudra qu'on plonge les gens dans la confusion, dans des courts termes, et ces courts termes, les ennuient un peu. Donc, on risque d'être perdu dans des grands termes. Que notre pays soit sauvé. S'il vous plaît, dites-nous ce que nous devons faire. Nous qui avons pris part à cette activité aujourd'hui, la chance d'écouter ce que vous venez d'exposer, dites-nous ce que nous devons faire. Parce que moi, je suis prête à soutenir cette œuvre afin que demain, nous ne puissions pas dire si je le savais. Merci beaucoup. Merci. Conscientiser la population face à ce que vous avez vous-même qualifié du déluge de Noé. Et vous avez même dit, face à ce déluge, pouvons-nous attendre un autre déluge ou sommes-nous dans le déluge? Moi, je pense que nous sommes déjà dans le déluge. Maintenant, il faut se sauver du déluge. Alors, je voudrais emboîter un tout petit peu les pas de madame, maître, pour dire, nous sommes très conscients. Imaginez-vous que je suis avec mon épouse dans la maison. Chaque fois, elle me dit, notre ennemi numéro 1, même lorsque tu es en train de défendre les efforts du chef de l'État, tu apprécies les méthodes de notre armée pour pouvoir ne pas négocier, pour récupérer les territoires. Elle me dit toujours tout ça, c'est bien beau. Mais elle me dit, les États-Unis sont derrière le Rwanda et c'est difficile que nous puissions gagner cette guerre. Donc, je compte dans tous vos propos que maintenant, pour contourner cette attitude des USA, nous devons utiliser beaucoup de mécanismes comme l'a dit madame. Nous sommes prêts à vous accompagner, à mener des actions communes, à interpeller, à conscientiser, à avoir, ce qu'a dit l'autre, des bons mécanismes pour que la population soit consciente que c'est pas la pression populaire, en reprenant aussi vos termes, en oubliant les conflits entre les partis politiques, en oubliant de se tirailler de gauche et de droite, c'est en étant unis et en levant les fonds pour que nous puissions pressionner les États-Unis et d'une manière générale l'Occident, qu'on peut arriver à vaincre l'agression rwandaise. Parce que par les armes, par tout ce que nous sommes en train de faire, le Rwanda est complice avec tous ces États occidentaux et il a reçu beaucoup de dispositifs pour nous anéantir
afin d'exploiter nos minerais, nos richesses du sol et du sous-sol, ce n'est que par la révolution populaire qu'on peut arriver à changer les choses. Donc, moi, je suis d'avis que maintenant, c'est vous qui avez amené des très bonnes idées. Nous voulons être derrière vous en vous apportant aussi les contributions qui sont possibles pour que la population soit consciente du fait que c'est pas la pression guidée par la pression stratégique, c'est pas la pression non politisée que nous pouvons arriver à vaincre cette guerre. Je vous remercie. Notre premier ennemi qui est les États-Unis d'Amérique. Et récemment, nous avons suivi la tripartite entre Angola, Zambie et la RDC, qui ont accueilli le président Joe Biden lui-même en personne pour lancer le projet de corridor de l'Orito, après finançant 500 millions de dollars qui chez Gonzara. J'ai suivi Madame Gisèle Etofo, journaliste à CCTV. Je vous ai suivi religieusement, bien que je suis venue un peu en retard, toutes mes excuses, mais je suis encore en train de parler de la question de l'opération Dogo. Alors pour vous, si j'ai bien compris, on doit tout arrêter parce qu'il y a la guerre à l'Est, c'était pas le moment de passer à cette opération. Si je ne m'abuse, alors au moment où ces bandits urbains, ces criminels font des victimes, c'est-à-dire que comme il y a la guerre à l'Est et qui du reste ne date pas d'aujourd'hui, nous devons tout arrêter. Alors un autre volet, vous avez parlé d'un cessez-le-feu politique. Alors je me demande est-ce que c'est possible aujourd'hui? Il y a la question de la Constitution qui divise davantage les politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette question, c'est possible que les politiques se réunissent pour une seule cause? Bien suivi l'exposé et je pense que j'ai personnellement appris beaucoup de choses. Mais les questions que je vais poser vont tourner premièrement autour de la victimisation, le discours de victimisation dont nous avons eu l'habitude de dire en tant que Congolais, puisque je pense qu'il y a des problèmes qu'on aurait pu ou qu'on peut résoudre, peu importe qui tire les ficelles. Je vais commencer d'abord par le droit de propriété. Vous avez parlé longuement du droit de propriété, et je pense qu'aujourd'hui, on est en 2024, et même dans les plus grandes villes, le droit de propriété est un problème qui n'a pas encore été résolu. Je donne un exemple simple. Aujourd'hui, moi, même si on me propose d'acheter des terres au plateau de Batéké, j'ai peur. Parce que je sais que dans 5 ans, je pourrais ne pas les avoir. Et ça, c'est un problème que, en tant que Congolais et en tant que propriétaire de ce pays, on aurait pu le résoudre. Déjà, même dans les grandes villes et ainsi de suite, mais elle n'est pas résolue. Pouvoir peut-être trouver des mécanismes d'unité nationale. Parce que c'est comme dirait mon frère, il dit, vous avez sorti une phrase que moi-même aussi j'ai entendu que Kagame a dit que Congolais Alimarambo, nous sommes très facilement corruptibles en fait. Alors, allant de cassure aussi entre politique et cassure entre politique et peuple. Parce que nous voyons bien que les politiques sont quand même mieux équipés, sont quand même, je peux le dire terre à terre, mieux habillés que le reste du peuple. Alors, quel mécanisme d'unité nationale qui fera en sorte de pouvoir restaurer la confiance d'abord entre eux politiques pour pouvoir trouver des solutions à court, à moyen et à long terme pour le bien de la République, et quel mécanisme d'unité nationale faudrait quand même mettre en place pour qu'il y ait confiance entre politique et peuple pour chercher la paix entre nous d'abord avant de pouvoir s'attaquer à des questions d'intérêt général qui proviennent de l'extérieur. Les populations congolaises, on intègre également les étrangers. L'État, même les premiers ministres, les anciens premiers ministres, ils devaient être écrits pour nous aider à comprendre certaines choses.
Mais grâce aux recherches que nous sommes en train d'effectuer, nous sommes tombés sur certaines choses qui nous intéressent, qui intéressent la vie de la nation. Parce qu'à chaque fois s'il y a un rideau, on ne saura pas ce qui s'est passé hier. Et ça semble être le cas ici. Et cela ne doit pas continuer. Nous devons répondre aux préoccupations de la communauté congolaise, de la société congolaise. Figurez-vous, mes chers frères, si cette génération venait à disparaître, est-ce que nos enfants, les enfants des autres sont préparés, hein? Oui. Les Américains sont préparés à prendre les relèves. Mais les nôtres, je suis par exemple l'Institut géographique qui a été vendu à 63 millions de francs pour un contrat de 80 ans. Ça a été vendu aux Malaisiens. 80 ans renouvelable. À 80 ans. Qu'on nous ajoute 80 ans. Est-ce que nous serons encore de ce monde? Non. Bon, pour ceux qui auront la chance d'y être, mais ils seront dans quelles conditions? C'est pourquoi j'ai dit, pendant qu'on a un peu de force, parce qu'on est fatigué. Moi, toute ma vie, je l'ai passé au combat. Je n'ai fait que combattre. Et je continue à le faire. Moi-même, j'ai des gens qui me demandent, mais tu sais que tu as un pouvoir, pourquoi tu n'es pas un ministre? Pourquoi me pose cette question-là? Parce que je suis de la maison. Je suis de la maison. Moi, je suis resté avec tout ce monde-là. Chez moi, j'ai resté avec eux. J'ai partagé en Belgique, on était ensemble. J'étais comme les frères aînés. Vous comprenez ce que je veux dire? Exact. J'étais comme les frères aînés. Mais tout le monde me demande, il faut... Je dois continuer à me battre d'abord. Donc, moi, je ne vais pas vous renvoyer toutes vos questions, mais je dis, je les prends, mais je veux que nous puissions nous les partager. Nous faisions en sorte qu'ensemble, que cela nous revient à nous de trouver des solutions. Il n'y a pas d'homme fort ici. Il n'y a pas de celui qui est plus intelligent que les autres. J'ai mis quelque chose à la portée de mes frères. J'ai dit, essayons d'y réfléchir. Je me réjouis parce qu'à chaque fois, les intervenants qui ont dit intervenir, chacun parlait de la cohésion, je fais des notes, et la réflexion. Et puis, mon cher frère, l'Amérique, ils viennent nous construire le corridor là. Ça coûte combien? 1 milliard? 1 milliard. C'est moi qui réalise. Moi, je vous dis, les jours se mettront ensemble. Et les jours où on se décidera à reconstruire le pays, le tout premier budget, c'est 500 milliards. 500 milliards pour reconstruire. C'est possible. Nous pouvons le faire. Nous amener 1 milliard. On fait quoi avec? Donc, ce n'est pas le moment. Je dis, nous devons nous mettre à la réflexion. J'ai dit que j'allais vous décevoir, hein. Si c'est le cas, je vous présente mes excuses. Parce que je me dis, les Congo, une seule personne ne peut pas porter le Congo. C'est ce qui m'a animé. Je me suis dit, je viens, j'amène le feu de ma recherche, parce qu'il y a beaucoup de choses, sorties quelques-unes, qui sont consignées dans ces documents. La meilleure des choses à faire, ce serait chacun. Et l'autre test, c'est où vous pouvez passer, parce que d'un moment à l'autre, on va terminer. Quand tu t'as pensé, Mingol, tu peux m'éclaircir là. Donc voilà. La communication est en train de continuer. Si vous êtes d'accord avec moi, voilà la procédure. Comme ça, j'envoie chacun les documents. Ceux qui ont les emails, oui, les emails, ça peut aller du cas Michel.
par email, ça va. Et si vous conseillez, si vous voulez que ce soit en dire, on peut le faire aussi. Donner WhatsApp, c'est mieux. WhatsApp. Hein? Ouais, c'est WhatsApp. Plus facile. C'est plus facile. Maintenant, on n'a pas répondu à une seule question. Après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se retrouve? Bon, moi j'ai un espace où on peut se retrouver également, en dehors d'ici. Ici, les heures nous sont comptées. On peut aménager un espace et puis on travaille tranquillement. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Mais je veux que les gens se prononcent. Pardon? J'ai dit ceci, la première des choses, hein, la toute première démarche, c'est d'abord de vous imprégner de ces documents. Vous allez épingler ce qui est essentiel, qui va soulever des questions, mettez de côté. Si tout le monde peut faire la même chose, et puis on se fixe. Mais toute personne qui se qualifie, qui est excellent sur le plan pratique. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est le jour de notre excellent maître Michel Okongo Lomena, président national d'unité de Valère, ancien délégué à l'Organisation des Nations Unies et représentant de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, en sigle, de recevoir son diplôme de mérite pour le travail bien accompli sur la population congolaise. Applaudissements s'il vous plaît. Sans plus tarder, j'invite Maître Michel Okongo Lomena qui est déjà avec moi et j'appelle ainsi les coordonnateurs du magazine Bilan du Travail, Maître Prince Amika, de lui donner son diplôme de mérite. Bravo. Applaudissements s'il vous plaît. La cérémonie se passe sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Je suis très honoré, et j'ai dédié ce diplôme d'abord au peuple congolais et à toute l'assistance. Quant à vous, je vous remercie infiniment. Bon, je suis venu poser une thématique ici, la RDC. Il suffit de réfléchir sur des grandes questions de l'ère. Parce que nous avons tendance à désorienter le combat. Le combat, ce n'est pas entre Congolais présentement. Nous avons des ennemis qui ont des moyens et qui ont mis ces moyens-là entre les mains de nos voisins, que vous connaissez, le Rwanda, l'Ouganda et autres, et qui sont là en train de nous agresser. En fait, ces pays-là constituent en quelque sorte les pays par lesquels le malheur est arrivé. Ils ont été choisis par les multinationales, par les blocs occidentaux, par les États-Unis, pour émietter ce que vous appelez balkaniser le Congo, afin que chaque multinationale puisse prendre son morceau. Et aussi, ne l'oubliez surtout pas, je veux que le peuple congolais le sache, à un certain moment, lorsqu'on nous a accordé l'indépendance, mais on nous a privés de nos droits fonciers, nos droits miniers. Et tout cela, ces concessions-là ont été retenues par la Belgique. Et par la suite, en 1967, il y a la fameuse loi Bakajika qui nous a permis de nous réapproprier de tout cela. Mais lorsque Joseph Kabang est arrivé, eh bien, nous avons perdu ces droits tout simplement parce que la Belgique s'en est réappropriée. Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les Congolais se retrouvent comme des étrangers sur leur propre sol et ils sont massacrés parce que les multinationales veulent tout simplement
récupérer les sols et les sous-sols. Donc c'est ça la raison pour laquelle nous avons des guerres, nous avons l'occupation. Et maintenant avec tout ça, nous ne devons pas être distraits, nous n'allons pas seulement tenir des débats politiques, mais il faut tenir des débats de réflexion pour voir comment nous devons nous réapproprier de l'effectivité de nos droits, comme j'ai parlé des titres fonciers et toutes les concessions. Et c'est pour cela que j'ai présenté un grand rapport, qui est le fruit du travail que j'ai eu à faire. C'est un rapport de 94 pages. Donc j'ai demandé aux participants de pouvoir pénétrer ce rapport-là. Et le moment venu, nous allons nous retrouver, on a agendé une date, je crois, à la fin du mois de janvier l'année prochaine. Et c'est avec ça que nous pourrions mettre fin à l'occupation et à la guerre, aux agressions que nous subissons matin, midi, soir, et surtout au massacre. Voilà en deux mots. Alors, qu'est-ce que vous attendez après cette conférence? L'implication des Congolais. Que vous soyez le numéro 1, que vous soyez le président de telle et telle autre institution, vous êtes avant tout Congolais, donc vous devez vous impliquer. Parce que vous savez, il y a certaines personnes qui n'ont pas le courage de poser des thématiques, mais aussi d'autres sont pris en otage. C'est pourquoi tout au début, j'ai donné un exemple. C'est un prisonnier qui a été désigné gouverneur parmi ses détenus. Il règne, il a certains avantages, privilèges, mais il ne doit pas oublier qu'il est prisonnier. Mais étant prisonnier, ses droits sont limités. Donc nous sommes, nos institutions, nous-mêmes, les acteurs politiques, nous sommes prisonniers d'un système. Ce système-là est chapeauté par les blocs occidentaux. Vous avez les États-Unis et tout le reste. Donc voilà pourquoi nous devons mener le vrai combat de libération. Nous devons libérer notre pays pour que nous puissions jouir des bienfaits de la République. Voilà. Et pensez-vous que ce sera possible, M. Michel, pour pallier à ces problèmes, encore trouver une solution à ces problèmes? Oui, parce qu'il y a des bases sur lesquelles nous allons nous appuyer. La souveraineté. Ce n'est pas par hasard que nous parlons congolais. Le Congo nous appartient, mais il y a un jet qui a été fait à la table ronde politique. On n'a pas associé la question économique et la question des concessions.